The, the goal of SpaceX is to try to advance rocket technology, and in particular to try to crack a problem that I think is vital for humanity to become a spacefaring civilization. Ça veut dire du sang, ça veut dire des larmes, ça veut dire de la violence, c'est ça la révolution. À un moment donné, l'être humain, justement celui qui, l'imbécile, celui qui est faible, c'est celui qui n'a pas la technologie. Ça amène aujourd'hui une sorte de technophobie. Et il y a ça autour d'Elon Musk. Il veut développer des interfaces, en effet neuronales, qui permettent directement au cerveau d'interagir avec la machine. On ne répond pas à nos sujets, à nos problématiques d'aujourd'hui avec moins de technologie, mais avec plus de technologie. En fait, son ambition, c'est de faire de l'humanité une espèce multiplanétaire. Et donc, je pense d'ailleurs le terme intelligence artificielle est le terme le plus mal choisi de l'histoire technologique. On n'a jamais eu aussi peu de morts infantiles à travers le monde. Il n'y a jamais eu autant d'espérance de vie à travers le monde. On n'a jamais eu autant d'éducation à travers le monde. Bonjour, je m'appelle Cyril de Souza Cardozo, je suis auteur et entrepreneur et aujourd'hui, je passe sur la chaîne de Franck Maes, Le Disrupteur. Vous êtes sur la chaîne du Disrupteur. Attachez vos ceintures. En juin 2021, j'ai publié la première interview de cette chaîne YouTube. Plus de 10 000 abonnés et 1 demi-million de vues plus tard. Je voulais absolument te réinviter, Cyril, parce que cette première interview, elle était avec toi. Donc déjà, je voulais donc te remercier pour la confiance que tu m'as attribuée parce qu'à l'époque, il n'y avait personne sur la chaîne, il y avait très peu de gens et tu as été donc le premier à venir sur cette chaîne. Donc merci beaucoup et je me souviens qu'on avait eu même un débat sur le format des interviews parce que moi, je voulais absolument cultiver le format long et tu m'avais dit « Est-ce que tu es sûr que finalement, ça va prendre et tout ?» Et résultat, j'ai pas eu tort. Donc déjà, merci beaucoup de revenir sur la chaîne pour… c'est un plaisir et bravo à toi déjà pour ce succès parce qu'effectivement, ça fait que monter et bravo. Merci. Et puis, c'est le seul aussi, Cyril, qui, peut-être que ça arrivera dans le futur, mais c'est le seul qui est passé donc 2 fois sur le fauteuil. Donc, peut-être qu'on pourra se dire rendez-vous dans un an et j'espère que tu me porteras chance et qu'on pourra se redonner rendez-vous dans un an aux 100 000 abonnés. Ça serait plutôt cool. Et dans 10 ans. Pour ton, comme disait Patrick Bruel, pour ton prochain livre. Donc, justement, on va parler de ton livre. Donc, tu as sorti un livre qui s'appelle Les secrets d'une réussite insolente, que je vous invite vraiment à lire. Très bon livre. Seul défaut du livre, je l'ai dit à Cyril, il est trop court. Donc c'est un défaut, mais à la fois une qualité, je dirais. Donc très bon livre. Tu as sorti ce livre il y a peu de temps. Donc aujourd'hui, on va parler de cet entrepreneur qui fait beaucoup parler, surtout en ce moment. Donc Elon Musk. Donc on va débuter l'entretien par cette question. Elon Musk, est-il un mythe? Est-il une légende? Est-il une représentation parfaite du self-made man à l'américaine? Donc ça fait plusieurs questions en une. Oui, c'est ça, exactement. Alors c'est vrai qu'Elon Musk, je pense qu'il y a beaucoup de qualificatifs et suivant qu'on apprécie ou plutôt moins le personnage, il va y avoir beaucoup de qualificatifs. De manière générale, je crois que j'aime jamais être ni dans les clubs anti-quelqu'un, ni dans les fan clubs de quelqu'un. Donc moi, je dirais pas que voilà, c'est un héros, une légende. Je pense qu'il va marquer l'histoire. Ça, je pense que c'est indéniable. Mais ce qui, moi, m'intéresse chez lui, c'est son profil d'entrepreneur et notamment un profil particulier dont on avait parlé d'ailleurs dans la première interview, qui était justement le profil des entrepreneurs innovateurs. Et donc, dans la lignée de cette catégorie d'entrepreneurs un peu particuliers, qui révolutionne des industries, développe et qui avait été notamment formalisé par Schumpeter, dans la lignée de personnes comme Thomas Edison, Steve Jobs, et je pense que Elon Musk est dans cette lignée-là. Donc, il est un vrai entrepreneur innovateur. Et donc, plus que de savoir est-ce qu'il est quelqu'un qui est devenu légendaire, une figure mythique, la figure parfaite, non, je crois que c'est un être humain avec ses qualités, ses défauts. Et par contre, on ne peut pas lui enlever une chose, c'est qu'il réalise quand même des choses incroyables. Il a révolutionné plusieurs domaines à des échelles qu'on n'imaginait pas possibles, en l'occurrence notamment la voiture électrique, l'univers spatial, et encore, on ne parle pas encore de Neuralink dans l'univers effectivement des puces pour le cerveau. Ça fait beaucoup parler, ça. Exactement, ça fait parler. Et à l'époque, PayPal. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'il s'intéresse à un domaine, il vient révolutionner les choses. Et voilà, je ne mentionne pas tous les débats qu'on a actuellement sur le rachat de Twitter. Ok. Bon, quand j'entendais vraiment mythe et légende, c'était plutôt dans l'imaginaire. Quelle était sa représentation? Un petit peu un surhomme, parce qu'on se dit, il est super intelligent. D'ailleurs, le personnage de Tony Stark dans Iron Man, enfin son adaptation cinématographique, parce que
Sa création dans les comics, il n'existait pas encore, mais ça a été calqué un peu sur sa personnalité, un peu le surhomme. Donc c'était plutôt dans ce sens-là. Ouais, sur la mythologie, en tout cas. Exactement. Et lui, il le nourrit d'ailleurs. Mm. Voilà, ce truc avec justement Tony Stark, Iron Man, c'est quelque chose qui l'alimente. Notamment, voilà, Robert Downey Jr. Il s'était inspiré d'Elon Musk. Il allait le rencontrer pour créer le premier personnage. Il est passé dans Iron Man 2. D'ailleurs, il a fait une petite apparition. Il a fait un caméo. Donc, il participe finalement à cette image-là. Et finalement, ça correspond assez bien, puisque le personnage d'Iron Man, c'est à la fois quelqu'un qui a un super ego, un peu démesuré, qui a aussi ses défauts, et qui en même temps souhaite être ce héros un peu technologique. Et oui, ça correspond bien finalement à ce qu'est Elon Musk, toute voilà, proportion gardée, même si, des fois, je ne sais pas si Elon Musk il fait pas plus qu'Iron Man. Ça va faire des débats, ça. Musk souhaite envoyer les humains sur Mars pour leur survie. D'ailleurs, c'est intéressant. J'ai écouté ça dans un podcast la dernière fois. Et j'avais pas eu cette réflexion-là. Mais c'est vrai qu'il veut envoyer des humains sur Mars. Mais est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de choses à faire déjà sur Terre déjà. Mais bon, ça, on va y venir juste après. Il court après l'innovation et la technologie qui, selon lui, serait la solution à nos problèmes d'énergie périssable. Pourtant, aujourd'hui, on observe clairement que beaucoup incitent à la décroissance, à moins de technologie, à moins de capital. Donc, qu'est-ce que tu en penses ? Là-dessus, déjà sur le sujet de Mars, en fait, son ambition, c'est de faire de l'humanité une espèce multiplanétaire. C'est ça son objectif. En gros, son truc, il réfléchit toujours de manière très rationnelle. Il dit, si on reste sur une seule même planète, si cette planète s'effondre ou est détruite, alors, on a plus de chances de disparaître. Si on est présent sur 2 planètes, la probabilité que l'humanité disparaisse, elle se réduit drastiquement. C'est assez logique comme réflexion. Mais à aucun moment donné, il dit qu'il veut quitter la Terre et abandonner la Terre pour aller sur Mars. Ça serait débile dans le raisonnement. Ça correspondrait d'ailleurs pas du tout à sa logique. Et tout le monde lui fait le procès, il dit « Ah ouais, vous voulez abandonner la Terre et vous voulez pas résoudre les problèmes ici. » Mais si, justement, il le dit très clairement. D'ailleurs, il l'a dit quand il est venu à Paris. Il a fait une conférence à la Sorbonne où il le dit. Il explique que son objectif, c'est d'aider la Terre justement à résoudre ses problèmes écologiques. C'est pour ça que d'ailleurs, il a développé à l'époque SolarCity, qui va être ensuite fusionné avec Tesla sur les technologies solaires. Son objectif, c'est de faire de l'humanité une civilisation solaire et en même temps d'aller sur Mars. Donc l'idée, c'est bien de coordonner en tout cas ces 2 sujets-là. Sur l'autre thématique, c'est vrai que notre époque, on a un sujet par rapport au progrès. Forcément, le XXe siècle est venu percuter la notion de progrès. Là où les Lumières pensaient que on allait toujours vers du mieux, forcément, en prenant un peu de recul, les 2 guerres mondiales, l'explosion des bombes nucléaires à Hiroshima et Nagasaki, on va avoir les problèmes écologiques, viennent interroger finalement notre rapport justement à ça, dire mince, peut-être que l'histoire ne va pas que dans le sens du progrès. Et donc, ça amène aujourd'hui une sorte de technophobie. Et il y a ça autour d'Elon Musk. C'est-à-dire que Elon Musk, quand il achète Twitter, quand on regardait les débats sur les chaînes TV, radio, il y avait déjà quasiment tout le monde contre Elon Musk, parce que ça c'est plein d'autres, parce qu'il est américain, il est milliardaire, en plus l'homme le plus riche du monde. Donc je pense qu'il cache toutes les cases qu'il faut pour détester, en tout cas pour que les médias le détestent. Enfin, quand tu parles de médias, tu parles de médias français ou tu parles de médias globaux ? Je pense en tout cas de ceux que je regarde moi, c'est les médias français. Et donc en tout cas, il y avait beaucoup de technophobie autour de ça. Toujours avec ce truc, la techno, c'est mal. Sauf qu'en fait, non, la techno, je pense que c'est bien. Et au contraire, et il y a cette image dans la mythologie grecque d'Oedipe qui se présente à la porte de Thèbes. Et en se présentant à la porte de Thèbes, il est confronté au Sphinx qui va lui poser une énigme pour savoir s'il peut passer ou pas. Et l'énigme qu'il pose, c'est l'énigme que tout le monde connaît. Qu'est-ce qui se lève le matin et qui se déplace à 4 pattes ? Qu'est-ce qui à midi se déplace à 2 pattes et qui le soir se déplace à 3 pattes ? La réponse de ça, c'est l'homme, l'être humain, qui est bébé à 4 pattes le matin, se déplace sur ses 2 jambes à midi et qui, lorsqu'il rentre dans sa période de sagesse, s'assiste d'un bâton. S'assister d'un bâton, c'est le type même de la technologie. C'est l'humanité et elle est intrinsèquement développée grâce justement à sa technologie. Elle a changé ce qu'elle était biologiquement parce que justement très tôt, elle a modifié son environnement, notamment à partir de la maîtrise du feu, etc. Elle a commencé à changer ce qu'elle était biologiquement. Donc on est intrinsèquement lié justement à notre technologie. Et notamment en étymologie, l'imbécile, étymologiquement, ça veut dire l'homme sans bâton. Donc c'est bien dire qu'à un moment donné, l'être humain, justement l'imbécile, celui qui est faible, c'est celui qui n'a pas la technologie. On a besoin de la technologie. Alors le problème, c'est que quand j'ai un bâton, je peux me déplacer plus loin. Et si je me déplace plus loin, je confronte des problèmes
peut-être qu'il va faire froid et je vais besoin de tuer des animaux pour m'habiller. Si je tue des animaux, bah, peut-être je vais exploiter des ressources. Et en fait, c'est la réalité de l'histoire humaine. À chaque fois que l'humanité s'est répandue sur la Terre, elle a notamment fait disparaître les grands mammifères. On a eu un impact sur l'écologie. C'est pas une bonne chose ou une mauvaise chose. C'est, je pense, c'est un constat. Le problème, heureusement, l'avantage de notre époque, c'est qu'on a pris conscience justement de l'impact qu'on a eu. Je pense qu'effectivement, c'est hyper important aujourd'hui de protéger la nature, la biodiversité. Moi, je suis un écologiste, mais un écologiste technologique qui pense que justement, cependant, on ne répond pas à nos sujets, à nos problématiques d'aujourd'hui avec moins de technologie, mais avec plus de technologie. L'histoire humaine, c'est bien d'avancer, de développer une nouvelle technologie, de nouvelles innovations, de confronter à de nouveaux problèmes et du coup d'y apporter de nouvelles réponses. C'est ça le sens de l'histoire humaine. Donc pour toi, la clé de l'écologie, ça serait la technologie ? Moi, je pense que notre problème du débat écologique en France, c'est qu'il a été accaparé uniquement par un camp, qui est un camp. Mais d'ailleurs, je pense qu'il faut du débat d'ailleurs, et c'est très bien. Mais un camp qui, je pense trop souvent malheureusement aussi caricaturé, qui pense que, oui, il faudrait revenir à une sorte d'état de nature. C'est très rousseauiste dans la pensée. On revient à quelque chose. Ok, moi je pense que c'est pas le chemin. Quand tu dis rousseauiste, c'est pas Sandrine Rousseau. Non, c'est pas Sandrine Rousseau. Il faut préciser. Exactement. Non, c'est au sens de Rousseau. Oui. D'ailleurs, ça pourrait être parce que finalement, elle en est l'héritière aujourd'hui, mais elle participe au débat. Elle défend, en tout cas, une vision des choses. Ce qui, moi, me déplaît, c'est que ça soit la seule vision qu'on ait de l'écologie. Non, il y a une autre manière d'aborder l'écologie qui considère qu'en effet, on doit regarder en face. Quand on est scientifique, quand on aime la science, on regarde en face les rapports du GIEC et oui, on a des enjeux écologiques aujourd'hui à résoudre. Mais ces enjeux-là, oui, on peut les résoudre par plus de technologie, par des réponses technologiques, ce qui ne veut pas dire qu'on doit aussi changer des comportements de consommation, des manières de faire, mais on doit absolument, je pense en tout cas, continuer à innover, à créer pour répondre à ces enjeux. Et je crois que malheureusement, ce camp qui se dit, bah oui, regardons ces sujets-là avec complexité, malheureusement est moins bien représenté, notamment en France. Le Disrupteur, c'est votre chaîne YouTube. Une chaîne pour briser les codes de l'entrepreneuriat de masse, sans vie et sans créativité. Pour aller à contre-courant de la pensée dominante, des poncifs et des dictates imposés. Dans un monde marketing où la communication se clone à l'infini, il faut tirer son épingle du jeu pour attirer l'attention des clients. Plus les clones se copient, plus ils en perdent en identité. On ne devient pas une référence sur un marché en copiant les autres acteurs. Sur cette chaîne, j'analyse l'image de marques d'entreprises, d'entrepreneurs, de personnalités, de mouvements, d'événements qui marquent les esprits. J'ai créé cette chaîne pour vous donner les clés pour que vous puissiez vous différencier afin de devenir le leader de votre marché en étant innovant et créatif. Chaque vidéo me nécessite plusieurs jours de travail. C'est le prix à payer pour fournir un contenu de qualité. Pour continuer mon travail, j'ai besoin de vous. Si vous appréciez ces vidéos, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications en cliquant sur la cloche. C'est le meilleur moyen de me soutenir. Merci. Je vais rebondir sur ce que tu viens de dire quand tu disais qu'il faut plus de technologie et aussi sur... c'est Neuralink, voilà, c'est ça le nom de la société de Elon Musk qui propose donc d'implanter des puces dans le cerveau humain, c'est ça ? En gros, il veut créer une interface homme-machine. Alors, ce projet, on pourrait rediscuter la fonction philosophique de base. Mais en gros, ce qu'on perçoit de ce projet, c'est que Elon Musk, considérant un peu, par aussi une manière qu'il a, et je pense sur lequel on peut être critique, considérant que les êtres humains sont des machines, on est en concurrence avec les robots. Et lui, son angoisse, c'est que l'intelligence artificielle nous dépasse. Je pense que ce débat-là est complètement faux et qu'il est complètement dépassé et que ça n'a même pas lieu d'être. Et d'ailleurs, j'ai même du mal à comprendre comment Elon Musk, mais d'autres encore tombent dans ce piège-là. Mais lui, il a cette pensée-là. Et donc, s'il pense ça, il se dit qu'il faut augmenter l'être humain. Et donc, il se dit qu'il veut développer des interfaces, en effet, neuronales qui permettent directement au cerveau d'interagir avec la machine. Alors, ça peut avoir plein d'autres avantages, d'ailleurs, sur plein de sujets, liés au handicap, les personnes en situation justement de paraplégie, voilà, et demain pour contrôler des interfaces. Donc le sujet là-dessus, cependant, c'est qu'on touche à ce qu'on appelle le transhumanisme. C'est comment, alors est-ce qu'on va changer la nature fondamentale des gens ou est-ce qu'on va essayer de développer des interfaces qui vont nous augmenter? Il y a un vrai sujet et les polémiques qu'il y a autour de Neuralink aujourd'hui se trouvent assez justement d'ailleurs sur les expérimentations, notamment animales, autour de ça. Et ça pose la question de savoir à quel prix on est prêt à progresser. Mais pourquoi tu penses qu'il n'y a pas de débat sur ça en fait ? Quand tu disais tout à l'heure, je ne comprends pas pourquoi Elon Musk pense que l'intelligence artificielle est en concurrence avec l'être humain. Sur ce sujet, alors on pourrait du coup en discuter longtemps. Je travaille dans cet univers-là aujourd'hui. J'ai une société qui s'appelle les petits bots. Et nous, on développe notamment des chatbots et on est notamment au contact de toutes les technologies qu'on appelle justement les
les technologies conversationnelles. Moi, j'ai d'ailleurs un parcours qui vient plutôt de l'univers de la data. J'ai fait un mémoire qui était sur ce qu'on appelle les réseaux de neurones, qui sont les systèmes qui sont à la base aujourd'hui des systèmes d'information, de l'IA. La réalité de ces systèmes-là, c'est que ce ne sont que des systèmes calculatoires. Tu parles de l'intelligence artificielle. De l'intelligence artificielle. À l'heure actuelle. À l'heure actuelle, mais enfin, on n'a pas de chemin encore pour faire autre chose. On sait aujourd'hui, on a des super systèmes calculatoires. Et les réseaux de neurones sont des systèmes qui sont capables, effectivement, aujourd'hui, de reproduire du langage. Il y a notamment une société qui a été développée à la base par Elon Musk, qui a été repris. Donc, c'était un projet qui s'appelle OpenAI, qui a développé différentes solutions, et notamment GPT-3 et la technologie qui est en train de révolutionner. Il y a pas mal de gens qui ont fait des expérimentations avec un chatbot où on peut lui faire générer du langage. On peut lui dire, tiens, écris-moi une nouvelle dans le style de Victor Hugo. Et la machine a appris tous les bouquins de Victor Hugo et elle sait écrire comme Victor Hugo. Donc, il y a quelque chose qui est impressionnant, incroyablement impressionnant, et qui va venir révolutionner énormément de métiers. Mais le problème du débat autour de l'intelligence artificielle, c'est d'un coup, les gens me disent, ah ben voilà, et donc, notamment, on a eu un exemple cet été avec un ingénieur de Google qui, en essayant d'échanger avec cette machine, d'un coup, s'est dit, je pense qu'elle est consciente. Et il y a eu ce fantasme, d'ailleurs, il s'est fait licencier, et il est rentré dans cette mythologie du fait de penser que, justement, la machine devenait consciente. Le problème, c'est que quand déjà on commence à tomber là-dedans, c'est que aujourd'hui, personne n'est capable de définir ce qu'est la conscience humaine. Et nous, êtres humains, on voudrait déjà avoir dépassé la conscience. Non, on a des super systèmes calculatoires, qui sont des systèmes calculatoires, qui ne sont pas des systèmes qui pensent. Et donc, nous, c'est parce que nous, on projette. Et notamment, on projette, notamment, il y a Fanny Paris qui a travaillé sur ces notions-là, notamment de ce qu'on appelle l'animisme industriel. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'il y a quand je vois deux machines, par exemple, qui échangent entre elles? En ce moment, il y a deux intelligences artificielles qui sont en train d'avoir une conversation philosophique. Et les gens lisent et sur Twitter repartagent l'échange. Ils trouvent que c'est incroyable, les échanges. Sauf qu'en fait, c'est juste deux systèmes calculatoires qui se balancent des lettres. D'accord? Plus ou moins cohérentes, parce que le système est quand même et en tout cas bien entraîné pour créer des choses cohérentes, de sens, mais qui ne pensent pas du tout. Et les gens, par contre, projettent, eux, leurs pensées. Eux, ils pensent, c'est parce que c'est moi qui pense que le robot a une âme. C'est comme quand, anciennement, je pensais que l'arbre avait une âme, qu'il y avait quelque chose de magique dans le rocher. Comme par rapport aux réactions qu'on a quand on voit un animal qu'on pense que c'est l'anthropomorphisme. Oui, exactement. Ouais. C'est une version, alors, sachant qu'en plus, l'animal, là, pour le coup, certains animaux ont, en tout cas, il y a de l'interaction, notamment sur les animaux domestiques qui sont développés avec nous. Mais sur l'intelligence artificielle, on n'est pas du tout là-dedans. Et donc, je pense d'ailleurs le terme intelligence artificielle est le terme le plus mal choisi de l'histoire technologique, parce qu'elle biaise totalement les débats sur le sujet. Ce sont des systèmes super puissants qui font des choses incroyables, mais qui n'ont rien à voir avec la conscience humaine. Et donc, il faut bien séparer les deux sujets. Dans ton livre, tu cites Steven Pinker, auteur de l'ouvrage Le Triomphe des Lumières. Celui-ci estime que l'humanité vit... Alors ça va pas faire parler. Je me souviens quand je l'ai lu dans ton livre, j'ai souri. Parce que j'avais déjà entendu ça, mais c'était très intéressant. Celui-ci estime que l'humanité vit la période la plus paisible et heureuse de son histoire. Alors, deux questions en une. Quels moyens nous ont permis d'arriver à cette période et en quoi cette théorie va à l'encontre du message qui est véhiculé quotidiennement par les médias traditionnels? Alors là-dessus, c'est vrai que c'est le biais. Récemment, j'expliquais ça, je donnais une conférence et je posais cette question en reprenant un truc d'ailleurs qui avait été dit par Barack Obama. Dire, OK, si vous deviez être tiré au sort dans le corps d'une personne à travers la planète, pour vivre votre vie, d'accord, on vous tire votre naissance au hasard sur la planète, la seule chose que vous pouvez choisir, c'est l'année dans laquelle on va vous tirer au sort. Quelle année vous choisissez pour essayer d'avoir un maximum de chances de vivre à peu près une vie heureuse? La bonne réponse est 2022. Et c'est ça le problème. C'est qu'effectivement, ça va à l'encontre. C'est sa bonne réponse à lui. Non, c'est la bonne réponse, c'est scientifiquement prouvé. C'est ça le sujet. C'est que là-dessus, même si effectivement, là, il y a toujours des variations de court terme, ce qu'il faut prendre, c'est les tendances longues. Il y a un sujet là-dessus. Alors, déjà en amont, je pense que le sujet pour nous, en tant qu'Homo sapiens, c'est qu'on a une tendance quand même à surévaluer le négatif. C'est logique, parce qu'on a probablement eu des cousins qui étaient des gens fondamentalement heureux dans la vie. Ils mangeaient par exemple une banane, et le sucre produit un grand niveau de bonheur. Et ces personnages planaient toute leur vie, ils étaient heureux toute leur vie. Ces gens-là, ils sont morts, parce qu'ils n'ont pas survécu.
Ils n'ont pas pensé à survivre. Ils n'ont pas pensé à regarder les dangers qui étaient autour d'eux. Ils n'ont pas pensé à se reproduire. Ont survécu les pessimistes. Ceux qui profitent un peu du plaisir, mais qui ont toujours tendance à voir plus le négatif que le positif, parce que ça offre un avantage à la survie. Et nous, on est les héritiers de ces gens-là. Et donc, naturellement, quand je regarde de BFM TV, eh bien, oui, je me nourris de voir des choses qui sont mauvaises, mal. Ça nous donne cette impression. Mais il faut pas, c'est pas parce que BFM TV ne met tout le temps en image certaines choses. Et je parle de BFM TV, je les prends pas en grille, c'est tous les médias. Et je comprends d'ailleurs, parce qu'ils viennent nous parler de choses qui vont nous intéresser. Ils nous donnent ce que nous, on veut voir. Parce que si on devait faire une chaîne représentative de l'état du monde, on devrait avoir 95% de la chaîne où on envoie des envoyés spéciaux qui me disent « Tiens, je suis rue de Montillon à Paris et tout va bien ». Je vais pas regarder la chaîne. Mais c'est ça, en fait, la réalité. Parce que le monde, c'est ça, la réalité. Alors, est-ce que c'est la peur qui nourrit alors? Parce que, en fait, on aime bien, justement, parce que ça nous stimule pas ce qui va bien. Parce qu'en fait, oui, il y a la peur, il y a plein de mécaniques. C'est sur des mécaniques qui existent en nous. Et donc, quand on aborde ça, une fois qu'on s'est dit ça, bien entendu, on a les chaînes d'infos, etc. Ce qu'il faut, c'est en tout cas pas confondre ce que je perçois dans mes sens avec la réalité. Et donc, la science, elle nous amène des méthodologies pour identifier, regarder les choses objectivement. Et ce que j'ai aimé, c'est chez Steven Pinker, mais qui a fait un travail plutôt de synthèse de plein d'autres choses par ailleurs. Il démontre très clairement, en 2019, dans son livre justement Le Triomphe des Lumières, que si on prend les tendances longues de l'humanité et qu'on regarde les choses, eh bien, oui, notre époque aujourd'hui est la plus heureuse du monde. Il n'y a jamais eu aussi peu de morts issus de la guerre qu'aujourd'hui. Il va y avoir peut-être un petit impact de la guerre en Ukraine, et encore, ça va être quelque chose de très transitoire. On n'a jamais eu aussi peu de morts infantiles à travers le monde. Il n'y a jamais eu autant d'espérance de vie à travers le monde. On n'a jamais eu autant d'éducation à travers le monde. Et donc, on peut prendre plein de paramètres. L'air aussi, l'air, je crois que... L'air, il y a des choses... Aussi, où... Exactement, au niveau local, parce que l'ère industrielle, il y a une forte pollution. Donc, il y a plein de tendances. Et donc, même si on prend d'ailleurs les indicateurs écologiques, eh bien, même sur les indicateurs écologiques, ils se sont améliorés dans, je crois, plus de 70 pays sur 180. Ils se sont améliorés ces 10 dernières années. Donc, il y a des faits qui prouvent que oui, en fait, le monde moderne a produit quand même des résultats. Et une fois que j'ai posé ça, ça veut pas dire que demain sera tout forcément mieux, parce qu'il faut pas tomber justement dans la croyance que ça se reproduit infiniment et du coup je fais plus rien. Non, je crois qu'on est confronté à des défis, que justement par exemple, la science, cette science justement nous a permis de démontrer que il y avait un problème écologique. Je dois l'affronter. Mais la chose que je sais, c'est que cependant, c'est pas en cassant tout, en essayant de mettre à plat notre système, qu'on va justement essayer de repartir d'une page blanche pour produire mieux. Les gens qui disent ça, qui veulent produire la grande révolution, moi je pense que ça n'existe pas et ça n'existera pas. Je pense que les gens d'ailleurs qui devraient bien s'intéresser à ce que c'est la révolution, ce que ça veut dire la révolution au sens global, systémique des choses. Ça veut dire du sang, ça veut dire des larmes, ça veut dire de la violence, c'est ça la révolution. Moi je pense que le monde, il se transforme, on a besoin de le transformer, de l'adapter, et il faut bien comprendre qu'en fait on a entre les mains la conséquence d'une société qui a évolué à travers des milliers d'années. Et de ce qui nous entoure, on devrait s'en préoccuper le prendre avec beaucoup plus de précaution, en se disant, tiens, on a un moteur entre les mains qui sait produire du progrès. La question, c'est comment je l'adapte pour justement continuer à répondre à nos enjeux de l'époque. Et ça me ramène à la question justement sur, tout à l'heure, la croissance, la décroissance. Moi, c'est pas des sujets qui m'intéressent beaucoup d'ailleurs, croissance ou décroissance. Moi, est-ce qu'on est plus heureux parce qu'on consomme beaucoup plus? Moi, je pense qu'au contraire, moins tu consommes, plus tu es heureux. Mais inversement, mieux tu consommes peut-être. Mieux tu consommes, probablement mieux tu consommes. Et pareil, de l'autre côté, quand les gens sont dans la décroissance, ils sont quoi? Ils sont dans l'attaque du système. Moi, ce que je sais, c'est qu'en tout cas, les démocraties libérales, elles ont produit un niveau de vie aujourd'hui qu'on doit regarder quand même avec comme beaucoup d'étonnement, se dire qu'on a de la chance de vivre là-dedans, que notre monde est capable de produire justement des innovations. Et la question, c'est comment on continue à répondre aux défis de notre époque, toujours notre histoire du bâton, on continue à avancer. Sur la chaîne YouTube, je travaille avec 2 partenaires. Ces partenaires m'aident à réaliser mes vidéos. Mais ce n'est pas n'importe quel partenaire. Ce sont des entreprises dans lesquelles j'ai investi. Bah oui, quand je vous parle sans arrêt de cohérence, alors moi-même, je me dois d'être cohérent dans les partenaires que j'ai choisis pour la chaîne YouTube. Le premier partenaire est le groupe Summit. C'est un groupe qui est spécialisé dans les investissements sur les crypto-monnaies. Pour faire clair et pour faire bref, ça fait plus de 2 ans que j'ai investi dans ce service et j'en suis très content puisque j'arrive à un rendement moyen de 4,4%
par mois pour cette période avec un pic de rendement à 11,64%. Plutôt pas mal, voire même très intéressant. Pour en savoir plus sur le groupe Summit, vous avez un lien dans la description de cette vidéo pour aller sur le site, ainsi qu'une interview sur la chaîne qui parle en détail de cet investissement et des crypto-monnaies en général. Bon, on va revenir à Musk. De 1970 à 2011, date de fin du programme de la navette spatiale américaine, le coût de lancement d'un kilogramme, alors je reprends ces informations de ton livre, qui est très documenté d'ailleurs, il y a beaucoup de notes, je disais à Cyril en off, je lui dis putain t'as pris des notes de dingue, tout à la fin, je sais pas, il doit y avoir peut-être 30 pages de notes de référence. Donc le coût d'un kilogramme de lancement d'un kilogramme dans l'espace est maintenu entre 18 000 et 55 000 $ par kilogramme. Avec son lanceur réutilisable Falcon 9 qui a notamment permis à des astronautes américains de rejoindre la station spatiale internationale sans passer par le sol russe, a fait chuter ce coût à 2000 $ par kilogramme. Donc c'est quand même un changement incroyable. Et ce prix va continuer à baisser, Musk espérant atteindre les 500 $ par kilogramme, donc encore, il descend encore, grâce à la fusée Starship. En quoi le rôle d'un entrepreneur innovateur comme lui est de casser les normes existantes? Pour reprendre alors, ce thème de révolutionnaire que j'aime pas de manière générale parce que je crois pas en la révolution, cependant, quand on parle de l'entrepreneur, c'est Schumpeter qui dit, et on en parlait d'ailleurs dans notre première interview, que l'entrepreneur c'est le révolutionnaire de l'économie au sens où il aide justement le système à systématiquement se réinventer. C'est le rôle de l'entrepreneur, de venir identifier les rentes, les paradigmes un peu incohérents, les situations non remises en cause, pour venir justement remettre en cause les choses et permettre justement au système de continuer à évoluer. Et donc, le rôle de l'entrepreneur, c'est ça. Et donc, quand Elon Musk se dit, OK, il s'aperçoit que le programme de la NASA, d'ailleurs, décide d'abandonner le fait qu'on aille sur Mars pour différentes raisons, notamment parce que les États-Unis doivent affronter la crise financière, et bien lui se dit, OK, alors c'est pas possible d'en rester là, il faut que nous, on s'empare du programme spatial parce qu'on doit aller. Donc, il est convaincu par cette mission-là. Et quand il prend ce sujet-là en main, d'un coup, il s'aperçoit que le coût est hyper cher d'envoyer en tout cas 1 kilogramme dans l'espace. Et si on veut envoyer plusieurs êtres humains, voire des centaines, voire des milliers d'êtres humains dans l'espace, le problème, c'est qu'au coût actuel, qu'il soit économique et écologique, parce que c'est toujours lié, eh bien, c'est pas possible. Et donc, quand il s'intéresse à ça, il s'aperçoit, il réfléchit assez rationnellement, il dit, bon, le problème, c'est qu'on a des fusées qui sont non réutilisables. J'envoie dans l'espace une fusée et ensuite elle explose. C'est comme si, il le dit, je fais un Paris-New York avec un avion et à chaque fois qu'on fait le Paris-New York, après on jette l'avion. Bon, c'est vrai que ça coûte très cher, c'est sûr. Et donc il dit, non, il faut qu'on ait des fusées réutilisables. Sauf que dans le domaine spatial à ce moment-là, personne ne croit dans les fusées réutilisables. Tous les gens qui travaillent dans ces environnements-là subissent ce que tous les experts vivent, ce qu'on appelle la fixité fonctionnelle. Je suis tellement dans un domaine que ma structure neurologique est figée, on a tellement d'habitus neurologique, ce qui va donner d'ailleurs l'habitus de Bourdieu, qui fait que je suis figé sur mes croyances. Et j'ai beau être expert dans mon domaine, je suis plus capable d'être créatif et de remettre en cause des choses. Et heureusement qu'on a des acteurs extérieurs qui disent, si, en fait, on va faire une fusée réutilisable, parce qu'il n'y a aucun principe physique qui nous dit qu'on pourrait pas faire une fusée réutilisable. Et donc, il va faire sa fusée réutilisable et il va commencer à baisser drastiquement le coût d'accès. Il y a d'autres d'ailleurs maintenant qui vont derrière. Il y a notamment Blue Origin, la société de Jeff Bezos, qui est également sur le créneau. Et d'ailleurs, tout le monde, tous les grandes les agences spatiales maintenant travaillent sur ces fusées réutilisables. Donc, c'est ça le rôle de l'entrepreneur. Identifier des paradigmes, venir casser des situations, des rentes. C'est ça ce qui est important. Souvent, les gens critiquent la richesse d'Elon Musk. Bon, déjà, c'est pas une richesse financière. Les gens, ils pensent qu'il a ça sur son compte en banque. Non, il faut rappeler aux gens que c'est la valorisation de ses actions en bourse. Donc, c'est sa société qui a pris la valeur et donc, on lui attribue cette richesse-là. Il l'a pas comme ça. Et il y a une différence entre ces gens-là qui, justement, créent et une personne qui se contenterait d'hériter. Ça n'a rien à voir. Et donc, les entrepreneurs ont une vraie fonction économique, sociale, d'innovation. Donc, la liberté d'entreprendre est quelque chose qu'on doit défendre dans notre monde. Très bien. Les bons artistes copient, les grands artistes volent, disait Steve Jobs. Qu'est-ce qui a inspiré Elon Musk dans son parcours et qu'est-ce qu'il a copié? Alors, il a copié plein de choses. D'ailleurs, je crois que tous ces entrepreneurs-là copient tout, d'ailleurs. Et donc, quand on parle de Steve Jobs, notamment, lui, quand on lui a présenté l'interface graphique, le Xerox PARC, il présente l'interface graphique, il voit l'interface graphique, il la copie, et il lance justement le premier Macintosh, le premier ordinateur à interface graphique. Il le prend l'idée et il la copie.
Ben, Elon Musk, il a fait pareil sur plein de choses. Pourtant, Steve Jobs, c'était plein qui étaient repoussés Oui, après, par exactement. Alors ça, après, c'est toujours eux-mêmes. Et après, ils se tombent dans le même travers. Oui. Mais en fait, l'idiot, le naïf, c'est celui qui pense que quand je présente une idée, l'idée m'appartient. Non, l'idée, elle appartient à personne. Une idée, elle appartient à personne. Les idées, c'est quelque chose qui sont des phénomènes sociaux. Et donc, ma question, c'est la rapidité d'exécution derrière ça. Et donc, Elon Musk, ben, il s'inspire de tout. Toutes les personnes qui viennent lui parler, de ce qu'il voit dans son environnement, mais il s'inspire aussi, ben, lui, dans l'univers technologique, bien, de la science-fiction, d'idées qui vient capter à droite, à gauche, et qu'il combine pour justement venir créer à la fois ces projets, ça en tout cas sur les aspects un peu presque ingéniériques, et en même temps sur ces sujets-là, quand il s'empare justement de la science-fiction par exemple, il se connecte aussi à des imaginaires qui viennent emporter des gens derrière lui. Peut-être qu'un jour il fabriquerait une machine à remonter le temps, on ne sait pas. Il y a qu'un principe derrière ça, c'est toujours de se dire, est-ce que c'est physiquement possible? Pour l'instant, la physique, c'est pas ce qu'elle nous dit, quoique la physique quantique nous interroge. Si je comprends bien le raisonnement que tu développes dans ce livre, que je mettrai bien évidemment en lien en description de cette vidéo, si vous voulez aller en savoir plus, je vous invite vraiment à l'acheter et à le lire. En quoi il est indispensable pour un entrepreneur innovateur de passer par une phase de copie? Et surtout, qu'est-ce qui fait la différence entre une personne qui copie simplement et une personne qui réussit? L'entrepreneur, le créateur, l'innovateur, l'ingénieur, ce que vous voulez dans n'importe quel domaine, on ne crée pas en se déconnectant du monde. On crée parce que, justement, la créativité, je le disais aussi dans notre premier échange, c'est un jeu de Lego. Donc, on crée parce qu'à un moment donné, on se connecte aux briques qui sont autour de nous. Et donc, le créateur, c'est celui qui combine ces briques. Donc, oui, en fait, ça démarre toujours en copiant et ensuite en combinant différemment. Et la bonne définition que j'ai, je pense, sur ce qui est ensuite fait, alors, je sais pas si ça fait le succès, c'est plutôt, c'est en tout cas une brique à l'intérieur de ça. Qu'est-ce que le créateur ensuite? C'est Bernard Venet. C'est un artiste plasticien que j'avais interviewé il y a quelques années, c'est un des plus grands artistes plasticiens français. Et dans notre échange, dans notre interview, parce que je lui ai demandé de lui dire, mais tiens, c'est quoi un artiste? Je dis, tiens, un sculpteur, etc. Il me dit, non, il y a des sculpteurs, il y a des peintres, il y a des gens qui sont très bons dans ce qu'ils font. Mais l'artiste, c'est celui qui crée. C'est celui qui dépasse l'existant. C'est celui qui utilise les briques, qui combine des briques existantes pour créer le nouveau, le truc qui n'a pas encore été fait au-delà de ce qui est existant. Mais toujours en partant justement de l'existant, en combinant les briques qui m'entourent, en venant réinterroger les paradigmes, en combinant, en supprimant, ajoutant, remplaçant pour justement créer quelque chose de nouveau. Et donc, le créateur, c'est celui qui n'a pas peur justement de copier, en se disant, voilà, qu'est-ce que je combine pour faire justement du nouveau et répondre à des problématiques. Et notamment, un entrepreneur, il doit rentrer dans cette fameuse résonance psychologique et sociologique pour produire du nouveau et rentrer en résonance avec le public qu'il cible. Est-ce que tu aurais un livre à nous recommander qui t'a aidé indirectement ou directement dans ton parcours? Et pourquoi tu nous recommandes celui-ci précisément? Alors, si j'en sortais un, je dis souvent ça. C'est un ouvrage d'un auteur qui s'appelle Steven Johnson et qui n'a pas été traduit en français. Il s'appelle Where Good Ideas Come From. Et donc, c'est Natural History of Innovation. Donc, d'où viennent les bonnes idées, l'histoire naturelle de l'innovation. Ce livre-là, il a été fondamental pour moi parce que je crois qu'il m'a ouvert plein de choses sur ce qu'était la créativité et l'innovation. Je pense qu'une grande partie de ce que je fais aujourd'hui découle de la lecture de cet ouvrage-là. D'ailleurs, il n'est pas traduit encore en français. Donc, si jamais il y a un éditeur qui voit cette vidéo, moi, je suis OK de m'impliquer dans la traduction de cet ouvrage, je crois qu'il a été publié en 2011. Et je crois aussi qu'il a été fondamental chez moi en tant qu'auteur parce qu'il m'a donné vraiment ce goût de comprendre que on a des gens qui font de la recherche, qui sont bons dans ce qu'ils font, mais qui ne sont pas toujours des grands pédagogues. Et il y a d'autres personnes qui doivent être des gens qui ont en charge la transmission des savoirs de la recherche vers le grand public, qui sont là pour synthétiser justement ce que nous dit la science et venir le rendre accessible au plus grand nombre. Donc avec un rôle très humble, qui sont ni les gens qui créent, ni les gens qui mettent à disposition, c'est juste ce rôle de pédagogie. Et je crois qu'une grande partie de mes ouvrages aujourd'hui est inspirée par cette posture-là. Tu disais tout à l'heure que l'ouvrage est très documenté. Bah oui, parce que notamment quand on écrit sur quelqu'un comme Elon Musk, et comme je l'ai pas rencontré personnellement, il fallait que je sois précis sur ce que je raconte. Et je crois que c'est ce rôle-là que j'aime aussi, c'est aller voir la science, combiner ses briques, essayer de construire des propositions pour essayer de comprendre notre monde, notre époque, des synthèses et essayer de les proposer justement au débat et aider d'autres personnes peut-être à naviguer dans cette époque. Bon Cyril, est-ce que je peux te demander de me faire confiance quelques secondes? Bien sûr. Est-ce que tu peux me tendre ta main et fermer les yeux?
Tu peux ouvrir les yeux. Regarde ce qu'il y a dans ta main. C'est la chouquette magique. Elle te permet de retourner dans le passé, mais mon moi du futur, il a oublié la pierre, donc on a trouvé autre chose. Très bien. Qu'est-ce que tu dirais au toi du passé, au toi d'il y a 20 ans? Je dirais que tu dois pas te freiner, que tu dois encore plus tenter, encore plus expérimenter que ce que tu ne penses. On se freine beaucoup trop, on est notre premier censeur, c'est nous qui nous limitons. Et je crois que si je pouvais me revoir, je dirais ok, tu vas faire pas mal de choses, et ben fais encore plus, lance-toi très vite et n'aie pas peur, parce que le meilleur est à venir. Bah, merci beaucoup Cyril pour toutes ces réponses précises. Avant de terminer, j'ai une dernière question. Quel entrepreneur ou personnalité tu aimerais voir sur ce siège en interview sur ma chaîne, entrepreneur ou personnalité que tu connais personnellement, je précise? Écoute, il y aurait plein de personnes que je voudrais suggérer, et je pense qu'il y en a plein du coup qui vont se dire merde, il n'y a pas 10 mois et ils vont être déçus. Mais du coup, je pense que je prendrai quelqu'un que je connais mais sans bien le connaître, on s'est croisés plusieurs fois, qui est un entrepreneur de mon territoire qui s'appelle Charles Kabilik, et qui est un entrepreneur, un serial entrepreneur qui a fait beaucoup de choses, qui a réussi dans l'univers du numérique, qui a créé en ce moment un fonds d'investissement, qui a accompagné le développement de pas mal de startups, qui a une grosse influence sur le territoire, notamment breton, dont je suis originaire, et qui en ce moment d'ailleurs participe au développement notamment de l'avion électrique et le développement de lignes d'avion électrique régionales. Et je pense que c'est un entrepreneur qui, à son échelle, a des choses qui font écho peut-être à Elon Musk et qui a un vrai parcours. Donc je pense que si tu pouvais l'interviewer, en tout cas, il y aurait des choses à venir chercher chez lui. Et ben, c'est comment son prénom, tu m'as dit? Charles Kabilik. Charles. Et ben, écoutez, Charles, l'invitation est lancée. Bah, merci beaucoup Cyril pour être passé cette seconde fois sur la chaîne, puis peut-être qu'il y aura une troisième fois. On ne sait pas de quoi demain sera fait, surtout avec des personnages. Avec plaisir. Surtout avec des personnages comme Elon Musk. Tout à fait. Donc je rappelle le livre de Cyril, Elon Musk, Les secrets d'une réussite insolente. Très bon titre, très bonne photo, très bonne couverture et très bon livre. Donc je vous invite à le lire. Le lien sera en description de cette vidéo. Et cet entretien m'a inspiré une punchline qui est la suivante. L'important, c'est pas le concept, mais ce que vous allez faire du concept. Alors moi j'ai beaucoup mieux. Là, c'est pas top. Je préfère ne soyez jamais la énième copie d'une copie, sinon vous allez vous transformer en photocopieuse.